L'état de l'énergie au Québec, c'est un document d'une cinquantaine de pages. Je vais vous faire un résumé de quelques faits saillants. Évidemment, il y a des données que je ne vais pas présenter parce qu'on ne rentre pas dans tous les détails, ce qui n'est pas un jugement de valeur sur certains détails que je ne mets pas en avant cette année. Mais par exemple, je ne vais pas repasser les actifs d'Hydro-Québec, la capacité de production d'Hydro-Québec ou le nombre de lignes de transmission. C'est très important, évidemment, mais je ne vais pas vous en faire part aujourd'hui. C'est dans le document, donc je vous invite à télécharger le document de 50 pages sur energie.hec.ca. C'est un document PDF que vous pouvez télécharger et dans lequel vous pouvez vous plonger. Ma présentation aura en gros 3 parties, un bref rétrospectif. Après, on va parler des approvisionnements, d'enjeux en approvisionnement et de consommation. Je pense que le défi, surtout le thème du congrès d'aujourd'hui, c'est la transition énergétique de la réflexion à l'action. Si on veut faire la transition énergétique, il va falloir effectivement réfléchir. Je pense qu'au Québec, on n'a pas encore assez réfléchi sur comment on allait faire cette transition-là. Il va falloir passer à l'action. Et là, nous aussi, on est loin d'être passé à l'action sur la transition énergétique. Mais cette action-là, oui, elle va dire plus d'énergie renouvelable, mais elle va surtout, à mon avis, dire moins de consommation qui n'est pas productive. Et au Québec, on a beaucoup de consommation énergétique qui n'est pas productive. Et donc, il y a, à mon avis, vraiment une source d'encouragement à avoir là-dedans. Et je vais donc documenter ça. Si on regarde sur les 25 dernières années, donc ça, on est à la section rétrospective, vous voyez la courbe qui monte en haut, ça c'est le PIB, la richesse du Québec. Le Québec s'est enrichi de 60% au total en termes réels entre 1990 et 2015. Donc on a, à part quelques petites récessions, là vous voyez des petites descentes au début et autour de 2009, il y a des petites descentes, mais globalement on voit la richesse accrue. Et par contre, la consommation d'énergie, là vous voyez la grosse flèche rouge sur la droite, la consommation totale d'énergie, elle est à peu près stable depuis 2004. Donc on a réussi au Québec à avoir une économie qui est en croissance sans consommer plus d'énergie au total, toute forme d'énergie confondue. La consommation d'énergie, elle a augmenté de 90 jusqu'à 2004, mais depuis 2004, c'est à peu près stable. Ce qui montre qu'on a réussi jusqu'à un certain point à découpler croissance économique et consommation d'énergie. La prochaine étape, c'est de faire diminuer notre consommation d'énergie. Il va falloir qu'on consomme moins d'énergie parce qu'on veut réduire les gaz à effet de serre. Et là, vous ne voyez peut-être pas parce que c'est en gris, mais GES Énergie, moins 5%. On a réduit au Québec, en 2015, on avait réduit au global de 10% nos gaz à effet de serre. Donc, en 25 ans, moins 10% des émissions de gaz à effet de serre. Mais juste les émissions du secteur de l'énergie, c'est moins 5%. Donc, on a un défi parce que pour 2020, c'est dans 2 ans, eh bien, il faut qu'on réduise nos émissions de 20%. On a fait 10% et là, on doit faire 20%. Donc, ce qu'on a mis 25 ans à faire, il nous reste 3 ans pour le faire, un autre 10%. Évidemment, on n'y arrivera pas. Le gouvernement actuel, j'ai relu sa plateforme électorale de 2014. En 2014, dans la plateforme électorale du Parti libéral, il y avait un engagement, l'engagement durant le mandat actuel du gouvernement, d'écrire un plan de réduction des gaz à effet de serre pour atteindre les cibles de 2020. Ce plan-là n'a pas été écrit. On a encore le plan d'action sur les changements climatiques qui date de 2013. Et ce plan d'action sur la lutte au changement climatique, c'est le même plan d'action de 2013 qu'on a en 2018. Donc, en fin de compte, on n'a pas de plan d'action. Ça fait 5 ans qu'on a le même plan d'action qui ne nous amène pas aux objectifs. Donc, en énergie, particulièrement en énergie, il va falloir redresser la barre. Quand on regarde les gaz à effet de serre non énergétiques, donc ça c'est tout ce qui est les processus industriels, le secteur des déchets, le secteur de l'agriculture, donc le méthane agricole, le N2O des engrais azotés dans l'agriculture, eh bien on a 20% de réduction de ces GES. Donc en fait on a atteint dans les GES industriels, on a atteint notre objectif de 20%, c'est dans le secteur de l'énergie qu'on n'a pas atteint nos objectifs. Donc c'est à mon avis un constat qui est nécessaire de faire puisqu'on a une unanimité au Québec sur nos objectifs de 2020, de 2030, de 2050. Mais n'oubliez pas, 2050, on vise 80% de réduction des gaz à effet de serre. C'est tout un défi qu'on va essayer de réaliser.
Si on regarde en 2017, il y a quelques faits saillants. Premier fait saillant, on a créé deux outils qui pourraient s'avérer extraordinaires. Le Conseil de gestion du Fonds vert, Transition énergétique Québec. Vous allez entendre demain Madame Joanne Gélina qui va vous parler de Transition énergétique Québec, qui sont deux organismes, deux nouveaux organismes qui tous les deux doivent atteindre globalement la même chose, c'est-à-dire planifier les mesures. Dans le cas du Conseil de gestion du Fonds vert, ils vont planifier les mesures financées par le Fonds vert et un plan de dépenses pour réduire les gaz à effet de serre. Donc d'un côté, on va avoir au ministère de l'Environnement quelqu'un qui va nous planifier les dépenses pour réduire les gaz à effet de serre, et on va avoir chez Tech un organisme qui va écrire le plan directeur de la transition pour coordonner l'ensemble des programmes et des mesures nécessaires pour atteindre la transition énergétique. Donc autant j'étais content de voir des actions prises pour améliorer la gouvernance, on a créé deux nouvelles têtes qui elles-mêmes sont sous deux têtes supérieures, qui sont le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la lutte contre le changement climatique et le ministère de l'Énergie. Donc on a créé des nouveaux organismes. Malheureusement, toutes ces têtes-là ne se coordonnent pas forcément tout le temps et ne se parlent pas entièrement. Et donc ça va être un défi, parce qu'on crée des nouvelles structures, mais ces nouvelles structures qui ont des bonnes intentions ne sont pas entièrement coordonnées. L'argent est quelque part, et puis le plan est ailleurs. Et évidemment, ce n'est pas dans les mêmes ministères. Et là, vous n'avez pas le ministère du Transport. Puis comme on va le voir, le ministère du Transport, c'est là où c'est le secteur, le transport, où on a nos plus grands problèmes d'émissions de gaz à effet de serre et de tendance. La tendance en transport, les émissions sont encore à la hausse. Et donc, le transport n'est pas directement inclus dans la réflexion de ces deux organismes. Deuxième fait saillant de 2017, le marché du carbone. On a commencé en 2017 avec une dépression complète dans le marché du carbone. Si vous vous rappelez, en février 2017, il n'y avait eu qu'un très faible pourcentage des droits d'émission offerts aux enchères qui avaient été achetés par les émetteurs. Il y avait un désengagement des émetteurs dans le marché du carbone. Et donc ça, c'était préoccupant. Et à la fin 2017, avec la confiance rétablie, tous les problèmes légaux en Californie, on a eu une offre. Les acheteurs de droits d'émission au marché du carbone ont fait exploser les prix. Pas encore à des niveaux records. Enfin, oui, à des niveaux records, mais pas si élevés que ça. 15 $ US la tonne, 19 $ canadiens, 4,5 cents le litre d'essence. On va revenir là-dessus, mais dans le marché du carbone, 2017 a été une année charnière. Et finalement, dernier élément que je mentionnerai dans la rétrospective 2017, abandon d'Énergie Est, abandon d'Anticosti, donc deux projets qui malheureusement occupaient un espace médiatique extrêmement grand. Et la seule raison pour laquelle je me suis réjoui de l'abandon de ces deux projets-là, c'était qu'on allait enfin peut-être libérer de l'espace médiatique pour des débats sur des questions plus fondamentales que ces deux enjeux-là. À mon avis, ces deux projets-là, auxquels je ne m'opposais absolument pas et qui, à mon avis, pouvaient apporter quelque chose à l'économie canadienne et québécoise, mais ils concentraient des débats qui étaient complètement à côté des enjeux qu'on devrait discuter. Les enjeux qu'on doit discuter, c'est justement comment réaliser cette transition. C'est pas est-ce qu'il faut faire quelques puits de fracturation sur Anticosti ou laisser passer un pipeline. Ce sont des enjeux complètement marginaux par rapport aux tendances lourdes dans lesquelles on ne se dirige pas pour atteindre nos objectifs. Donc ça, c'était pour la rétrospective, rétrospective, mais là un peu prospective. C'est des objectifs. Dans la politique énergétique québécoise, il y avait 5 cibles importantes. La plus importante, quant à moi, c'était la cible de réduire, puis là c'est en bas à droite, réduire de 40% la consommation des produits pétroliers. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire. Si on veut réduire de 37,5% nos gaz à effet de serre d'ici 2030, on n'aura pas le choix. 37,5 pour arrondir ça à 40%. Réduire de 40% les GES d'ici 2030, ça veut forcément dire réduire de 40% notre consommation de produits pétroliers. On n'y échappera pas, à moins vraiment de faire des politiques complètement aberrantes. Il va falloir que chaque secteur contribue, notamment le secteur des produits pétroliers. Et l'écart que vous voyez, qui est mentionné sur le graphique, c'est l'écart entre la cible du gouvernement pour 2030 et les cibles intérimaires qui ont été données pour la période 2018-2023. Et donc là, le gouvernement a dit à Tech, d'ici 2030, il faut réduire de 40%, mais pour les 5 prochaines années, il faut réduire de 5%. Donc on va faire, dans 5 ans, on va faire 5%, puis on va faire pour les 7 années suivantes, on va faire le 35% qui reste à faire.
Si mes étudiants géraient leurs travaux de cette manière-là, c'est-à-dire ils gardent tout pour la fin de la session, ils font rien au début de la session, eh bien, en général, ils échouent à leur cours et ça ne marche pas et ils passent quelques nuits blanches. Le problème, c'est qu'en énergie, on peut échouer, mais c'est pas en passant quelques nuits blanches de travail en 2029 ou 2028. C'est pas, quelques nuits blanches vont pas suffire pour rattraper tout ce qu'on n'a pas fait pendant le temps où on ne fait rien. Et là, on est encore dans le temps où on fait rien. Et même si on réduit de 5% d'ici 2023, ce qui est en soi un défi, c'est essentiellement du temps où on ne fait rien de façon structurelle. Parce qu'il va falloir évidemment avoir plein d'innovations dans plein de domaines, mais aussi changer de manière structurelle des systèmes de transport qui, non seulement sont émetteurs, nous coûtent cher et sont problématiques à plusieurs égards. Donc, il y aura plusieurs fronts et ça, je ne pense pas, malheureusement, aujourd'hui, que les institutions et les organismes qu'on a mis en marche pour penser la transition réfléchissent jusqu'en 2030. Malheureusement, ils réfléchissent jusqu'en 2023. C'est pratique et ils ont aussi un petit 5% à faire. Mais petit, rien n'est petit quand on parle de réduire les gaz à effet de serre, mais ce n'est pas suffisant. Ça ne nous met pas sur la trajectoire. Et si vous regardez en haut, là, la cible d'efficacité énergétique, on parle d'efficacité énergétique, le gouvernement vise 15% de l'amélioration de l'efficacité énergétique, 15% sur 15 ans, ça fait environ 1% par an. Il se trouve que de 2006 à 2015, l'efficacité énergétique telle que mesurée au Québec, elle a augmenté de 1,2% par année. Alors, étrangement, le gouvernement a donné une cible d'amélioration de l'efficacité énergétique qui est inférieure à ce qu'on a réalisé dans le passé. Et ça, ce qu'on a réalisé dans le passé, on l'a réalisé en ratant nos objectifs d'efficacité énergétique. Donc, on a réalisé, on n'a pas atteint nos cibles d'efficacité énergétique globalement dans le passé, dans la période 2006-2015, et là, on vise de faire moins que ce qu'on a fait dans le passé. Alors, dans un sens, ce qui est très paradoxal, c'est qu'on est très ambitieux sur certains aspects. Sur d'autres aspects, on est moins qu'ambitieux, on se dit on vise moins bien que ce qu'on a fait dans le passé. Je me demande encore comment est-ce qu'on est arrivé à ces chiffres-là. Il faudra questionner nos représentants là, des gouvernementaux qui vont parler demain sur est-ce que le processus de planification est vraiment robuste? Est-ce que ces chiffres-là sont vraiment étudiés et calculés de manière transparente? Est-ce qu'on a en place des processus d'analyse et de planification qui nous permettent d'envisager l'atteinte des cibles de manière sereine? Malheureusement, le constat que je dois faire aujourd'hui, c'est non à la plupart de ces questions-là, mais évidemment, il n'est jamais trop tard pour bien faire, et il y a beaucoup de gens de bonne volonté qui veulent bien faire, notamment dans cette salle. Parlons d'approvisionnement au Québec, et là, c'est probablement la figure la plus importante à se rappeler du rapport. C'est pour visualiser tout le système énergétique québécois. Donc, si on part de la gauche, où on a les sources d'énergie primaires au Québec, vous avez donc les deux plus grands piliers du système énergétique québécois, c'est le pétrole qu'on importe en bas. Vous voyez, la bande de pétrole, c'est la plus importante. Et vous avez le deuxième pilier en importance, qui est l'hydroélectricité en haut, en bleu. Tout le Québec a la chance d'avoir presque 50% de ses approvisionnements énergétiques de sources renouvelables. Donc, c'est à la fois des sources locales et renouvelables. Vous avez ça en haut. Et toutes nos importations, on importe des produits qui émettent des gaz à effet de serre. Et c'est ce qui nous coûte le plus cher aussi. Donc, il y a aussi encore une fois un constat assez enthousiasmant. Ce qui nous coûte le plus cher et ce qui pollue le plus, donc ce qu'on veut mettre dehors, c'est ce qui va nous faire économiser le plus à long terme. Ça ne va pas être facile de le mettre dehors, mais ce pétrole qu'on importe, ça vient non seulement alourdir la balance commerciale du Québec, mais vous allez voir les chiffres, on importe le pétrole, mais le pétrole, comme vous le voyez, le spaghetti noir, l'immense spaghetti noir, il va dans un des 3 secteurs de consommation qui est le transport. Donc, les secteurs de consommation, vous avez les boîtes qui sont sur la droite, plus vous avez les bâtiments, l'industrie et le transport, qui sont les 3 grands secteurs de consommation. Donc, bâtiments en haut, l'essentiel de l'électricité va dans les bâtiments, chauffage. Après, vous avez une grande partie de l'électricité qui va dans l'industrie. Et puis, rien de l'électricité, à part pour le métro de Montréal, mais c'est tellement faible,
de l'électricité qui va dans la boîte transport. La boîte transport, elle n'est pas alimentée en électricité. Elle est alimentée en électricité pour le métro de Montréal et les 20 000 voitures hybrides rechargeables ou les véhicules électriques. Mais ces 20 000 voitures ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan des 8 millions de véhicules individuels qui sont sur les routes. Donc c'est tellement faible la consommation d'électricité en transport que on ne peut pas la représenter sur le graphique parce que chaque spaghetti est proportionnel au flux énergétique. Donc vous voyez, chaque bande est proportionnelle et donc ça serait une bande invisible. Donc le pétrole, vous voyez, il va en transport et pour alimenter ce secteur du transport, il faut évidemment du pétrole, mais il faut des véhicules. Et ces véhicules-là, il y a un paquet d'argent que les Québécois empruntent et dépensent et envoient à l'étranger pour amener des véhicules au Québec pour leur permettre, parce que vous allez le voir dans les tendances, pour leur permettre d'acheter des plus gros véhicules qui leur permettent d'acheter plus d'essence que ce qu'ils auraient pu acheter s'ils avaient acheté un véhicule qui coûtait moins cher et qui consommait moins d'essence. Donc en fait, aujourd'hui, on investit dans le problème plutôt que d'investir dans la solution. On investit dans des plus gros véhicules qui nous font acheter plus de produits pétroliers et on ne met pas en place encore les systèmes pour amener plus de biocarburants dans le transport. Vous voyez là, on le voit un petit peu, le spaghetti qui part de la biomasse, qui est la quatrième source d'énergie en importance au Québec. Donc la troisième, c'est le gaz naturel. Après, vous avez la biomasse. Puis là, vous voyez un petit spaghetti vert qui part de la biomasse et qui va en transport. Mais ce petit spaghetti vert, il pourrait croître. Il pourrait croître. Il y en a des solutions. Il y a plein de gens dans la salle ici qui ont des solutions pour le faire croître, ce spaghetti vert. De produits, de biocarburants en transport, mais on ne met pas en place les politiques qui véritablement soutiendraient une croissance de ce secteur-là, qui pourrait être déployée de manière beaucoup plus rapide que l'électrification des transports, qui fait encore face à certains défis. Même si l'électrification des transports va se déployer, mais on a des défis encore à résoudre. J'aime bien mentionner aussi que dans la bande pétrole, on a des produits non énergétiques. 10% du pétrole québécois est utilisé à des fins non énergétiques. Essentiellement l'asphalte, les produits, les engrais, des produits de la pétrochimie, les plastiques. C'est important. On est tous contents d'avoir des routes asphaltées. Si on n'a plus de raffinerie, on n'a plus d'asphalte, avoir des routes en ciment, c'est pas une meilleure solution. Avoir des routes en gravier, c'est pas une meilleure solution. Donc, il faut reconnaître que le pétrole va continuer à jouer un rôle dans l'économie, dans la société, parce que nos besoins non énergétiques sont là. Ils risquent pas de diminuer. Pas tous nos toits, mais tous les toits plats du Québec sont étanchéisés avec des produits pétroliers. Donc, c'est un secteur important à reconnaître. Et le secteur du raffinage aussi au Québec est très important. Si vous regardez nos voisins du Sud, New York, Nouvelle-Angleterre, il n'y a aucune raffinerie. On a cette chance au Québec d'avoir des raffineries qui alimentent nos besoins aujourd'hui en produits pétroliers. Ces produits pétroliers restent extrêmement importants. Et même si on atteignait la cible là, que je mentionnais ici de moins 40% d'ici 2030, moins 40% qui est tout un défi, il reste 60%. Le 60% qui reste, on a 15 ans, 20 ans, 30 ans pendant lesquels on va consommer des produits pétroliers raffinés. Est-ce que ça vaut la peine de faire l'autruche et de dire non, on ne veut rien savoir du pétrole pour les 20 prochaines années? Probablement que ce n'est pas sage de se dire ça. Si on veut faire une transition énergétique, il faut la faire avec tous les joueurs et réfléchir comment est-ce que tous les joueurs peuvent contribuer à cette transition avec des manières d'évoluer pour chaque industrie. Continuons dans les approvisionnements. Je parlais du pétrole. D'où vient notre pétrole? Là, vous avez un peu l'évolution de nos approvisionnements en pétrole de ces dernières années, en fait des 25 dernières années ou même plus des 27 dernières années, parce que là, on peut remonter à plus récemment. On est toujours un petit peu obnubilé par d'où vient le pétrole, surtout quand on sait qu'il vient de plus en plus de l'Alberta. Et là, on se dit catastrophe du pétrole albertain, des sables bitumineux. Mais donc, il y en a depuis de manière assez récente. Des États-Unis, c'est du pétrole essentiellement, du pétrole de schiste qui nous arrive. Mais on ne s'est jamais questionné par le passé, les années précédentes, l'Algérie, le Kazakhstan, l'Angola, des sources des producteurs de pétrole, dans plusieurs cas qui peuvent augmenter encore leur production de pétrole. Mais on s'est très peu questionné alors, sur les normes environnementales dans ces pays-là. Est-ce que leurs pratiques réglementaires sont adéquates? Donc on a été très critique, on est très critique au Québec sur le pétrole de l'Alberta, des sables bitumineux, mais étonnamment on ne s'intéresse peu aux pratiques
d'autres pays. C'est sûr, quand c'était la Norvège, le Royaume-Uni, on pouvait avoir confiance dans les approvisionnements d'une manière générale, dans la bonne gouvernance de la mer du Nord, parce que c'est des gisements de la mer du Nord, mais ces gisements-là de la mer du Nord sont en déclin. C'est pour ça que progressivement, on est passé à d'autres sources et que le Kazakhstan, l'Algérie, l'Angola sont devenus des producteurs. Si on s'oppose au pétrole canadien américain, donc essentiellement du pétrole de sable bitumineux et de schiste, mais il va falloir se retourner vers d'autres pays qui n'ont pas forcément des normes environnementales meilleures que celles qu'on a au Canada et aux États-Unis. Donc c'est à réfléchir, et dans le débat, je pense que il y a beaucoup de groupes qui se sont opposés aux approvisionnements en pétrole de différents endroits. Même le pétrole local, on n'en veut pas. On semble ne pas en vouloir au Québec, où il y a une partie de la population qui ne veut pas de pétrole local. Mais est-ce qu'on ne serait pas en mesure de mieux gérer notre production de pétrole au Québec par rapport à ce qui peut se faire au Kazakhstan? À mon sens, oui, on pourrait bien gérer les choses au Québec. Et en fait, on aurait probablement un pétrole plus responsable et socialement plus acceptable si c'est du pétrole québécois ou du pétrole canadien que du pétrole importé d'ailleurs. Nos approvisionnements en gaz naturel, ils viennent essentiellement maintenant, ils passent par l'Ontario, le point down en Ontario, mais d'approvisionnement, et là c'est difficile de les identifier, qui viennent essentiellement des États-Unis. Donc c'est essentiellement du gaz de schiste qui nous arrive, qui transite par l'Ontario. De moins en moins, historiquement, c'était essentiellement de l'Alberta duquel on avait le gaz naturel, mais là ça vient moins de l'Alberta. Et le gaz naturel renouvelable au Québec, le GNR au Québec, puis je vais revenir là-dessus, c'est moins de 1% de nos approvisionnements. Donc là vous voyez un petit peu le réseau qu'on a, on importe tout. Il y a des producteurs, des compagnies qui explorent le gaz naturel au Québec, qui seraient prêtes à produire et qui ont des projets assez intéressants de production. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va disparaître de la carte. Le gaz naturel, on va l'utiliser encore pendant de nombreuses années. Il y aura de plus en plus de gaz naturel renouvelable parce qu'il y a plusieurs projets qui se mettent en œuvre, même s'il y a encore des défis à résoudre pour justement optimiser le déploiement du gaz naturel renouvelable. Mais on a aussi des possibilités de produire au Québec et c'est des enjeux qui vont revenir dans l'actualité dans les années à venir. Cette production de gaz naturel renouvelable, pas renouvelable, fossile au Québec. Quand on parle aux compagnies qui explorent, elles ont des projets et je pense que ce sont des projets légitimes qui, encore une fois, il va falloir essayer d'accueillir dans un plan global de transition si on arrive à avoir un débat au Québec, un débat social sur l'ensemble des sources énergétiques. Malheureusement, on a tendance à polariser énormément les enjeux et dire gaz de schiste, non. Pas au Québec, mais par contre, on en importe essentiellement des États-Unis. Alors, est-ce que c'est une solution, ça, de dire non à quelque chose et d'en importer par ailleurs? Je pense que c'est une drôle de solution, surtout si en parallèle, on ne fait pas les efforts pour réduire sa consommation. Dans nos approvisionnements, et là je fais un zoom sur les biocarburants au Québec. Là vous avez ici la liste, et c'est trop petit pour qu'on puisse le voir, mais vous avez le résumé pour le biodiesel et l'éthanol. Vous avez en gros les producteurs et les différents projets de biodiesel et d'éthanol au Québec qui ne représentent qu'une petite fraction de notre consommation. Et on a au Canada une norme d'éthanol de 5% dans l'essence. Mais l'éthanol qu'on produit au Québec ne satisfait pas à notre 5% d'éthanol dans l'essence. On a 1,8% de l'éthanol qui est produit au Québec, ce qui est quand même un paradoxe. On a des leaders au Québec de la production d'éthanol, non seulement conventionnel, mais non conventionnel. Et même s'il y a des projets qui se développent, et là on voit les projets d'Enerchem en bas qui sont annoncés, qui vont nous approvisionner davantage, c'est quand même un paradoxe qu'on soit des leaders en production d'éthanol, qu'on exporte des technologies à l'étranger et qu'on n'arrive pas à satisfaire nos propres besoins en éthanol au Québec. Et donc là, alors que c'est des solutions, on sait qu'on a de la matière première, on a des technologies, il faut déployer ça, il faudrait qu'on y arrive et on n'y arrive pas. Pour le biodiesel, c'est le même constat. Il y aura des progrès à faire. Et ça, c'est des carburants qui peuvent se substituer directement dans nos flottes de véhicules existantes. Et pourtant, c'est quand même étonnant parce que ce que les politiciens n'aiment pas, c'est froisser les consommateurs, changer les habitudes. Mais là, on peut faire des choses sans changer les habitudes. Ça serait, a priori, c'est la solution parfaite. On peut faire des choses, on ne change rien aux habitudes. Évidemment, moi, je préconise de changer les habitudes aussi, mais on aurait une possibilité d'aller en douceur, augmenter notre part d'énergie renouvelable dans le transport, et on ne met pas en place ce qu'il faut pour déployer ça, ce qui, évidemment, est un problème. Il faudrait une réflexion pour savoir comment avancer plus vite là-dedans.
En gaz naturel, on peut générer du gaz naturel renouvelable. Bon, vous le savez, vous êtes un auditoire très éduqué. Le gaz naturel renouvelable, ça vient du biogaz. Essentiellement, il y a d'autres sources. On peut faire du gaz naturel renouvelable d'autres sources, notamment avec de l'hydrogène renouvelable. Mais essentiellement, ce qui se fait aujourd'hui au Québec, c'est la valorisation de différentes sources de matières premières dans les sites d'enfouissement, dans les matières organiques qui sont jetées. On fait du biogaz, on peut l'utiliser directement, on peut le nettoyer, le purifier, en faire du méthane qu'on peut injecter directement dans le réseau. On a un ensemble de projets qui, dès aujourd'hui, produisent du gaz naturel renouvelable et du biogaz. Donc là, vous voyez, le biogaz, environ près de 1% de la consommation québécoise de gaz naturel est fournie par le biogaz. Et le gaz naturel renouvelable, on produit l'équivalent de 1,4% de notre consommation, mais ce gaz naturel renouvelable, il est exporté aux États-Unis. Parce que les États-Unis donnent paient les attributs environnementaux, paient l'attribut environnemental du gaz naturel renouvelable, et donc les producteurs d'ici préfèrent envoyer aux États-Unis, et donc on ne peut pas les compter dans notre bilan énergétique. Mais il y a énormément encore à développer. Au Québec, on a l'objectif d'ici 2022, comme vous le savez, l'interdiction d'enfouir les matières organiques. Donc si on n'enfouit plus les matières organiques, il faut les valoriser. Et ces matières organiques, on ne pourra plus enfouir en 2022. Souhaitons qu'on va pouvoir les transformer le plus possible en énergie renouvelable venant de nos déchets et qu'on ait ainsi un certain cercle vertueux qui s'installe. Donc il faudrait ne pas aller dans de compostage parce que le compostage ça coûte moins cher pour se débarrasser de la matière organique, mais ça ne la valorise pas. Donc on a tout un potentiel. Quand on n'aura plus le droit d'enfouir nos matières organiques, autant la valoriser d'une certaine manière et de penser à long terme et de mettre dès aujourd'hui des mécanismes pour valoriser cette matière-là. 2022, ça c'est l'objectif d'interdiction de l'enfouissement des matières organiques. Je dois peut-être vous rappeler que c'était un objectif qu'on avait pour 2020. On avait en 2020 l'objectif de ne pas enfouir les matières organiques. Ça a été repoussé en 2022. Pourquoi ? Parce que les municipalités n'étaient pas prêtes. Est-ce qu'on va encore devoir repousser nos objectifs ? Mais c'est malheureusement, quand on n'atteint pas les objectifs, on a tendance à les repousser. Mais là, ça serait bien de changer cette tendance-là et de se dire qu'on va faire des plans d'action qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs et de ne pas repousser les objectifs. Parce que repousser à plus tard, comme mes étudiants qui viennent me dire « mon travail, est-ce que je peux te le remettre 3 jours après la date de remise officielle parce que je n'ai pas fait mes travaux avant ?» non, il ne faut pas repousser constamment. Un jour, il va falloir accepter de faire le travail, de planifier correctement. Et c'est ça qu'on souhaite pour la transition énergétique, véritablement l'entamer, commencer cette transition énergétique, que pour l'instant, ne reste qu'une réflexion qui encore n'est pas forcément partagée par tous. Arrivons dans la consommation d'énergie. Si on arrive dans la consommation d'énergie, on a tout un défi au Québec. Déjà, pour nous positionner par rapport à différents pays internationaux. Vous voyez ici le Québec, donc, qui est entouré en rouge, et vous avez la consommation d'énergie par habitant. Donc, si on prend la consommation totale d'énergie, qu'on la divise par nombre d'habitants, eh bien, vous avez ici les différents facteurs. Évidemment, ce n'est pas ce que vous consommez directement vous-même. En bas, vous avez l'industrie, la consommation industrielle par habitant au Québec. Là, vous voyez le 62 sur le graphique. 62, c'est notre consommation industrielle par habitant au Québec, qui est plus grande que dans tous les pays auxquels j'ai choisi de nous comparer. Donc plus grande qu'au Canada, aux États-Unis, qu'à la Norvège, la Suède, l'Allemagne, la Chine et dans la moyenne mondiale. Pourquoi ? Parce qu'on a des alumineries et des papetières qui sont des industries très énergivores. On en a proportionnellement par habitant, on en a beaucoup ici, ce qui fait que notre consommation d'énergie industrielle par habitant, elle est plus élevée. C'est de l'énergie essentiellement hydroélectrique et de la biomasse forestière, en grande partie. Donc c'est une consommation énergétique qui est beaucoup plus propre que celle de nos voisins. Le deuxième bloc que vous voyez par-dessus, c'est le transport. Et là, en transport, si vous voulez vous réconforter, vous regardez sur la droite, par habitant, en transport, on consomme 60 gigajoules d'énergie en transport par habitant, ce qui est nettement mieux que les Américains, 82 gigajoules, donc 25% de plus aux États-Unis pour le transport par habitant, ce qui est mieux que le Canada, 72 gigajoules par habitant. Mais ce qui est évidemment, là, si vous comparez à la Norvège ou à la Suède à côté, ils sont à 40 en Norvège, 40 gigajoules pour le transport par habitant.
La Suède, vous voyez, 34, donc presque la moitié moins par habitant. L'Allemagne, 29. L'Allemagne, n'oubliez pas, l'Allemagne, c'est le pays de Audi, Mercedes, BMW. Si vous aimez votre voiture, imaginez les Allemands. Les Allemands adorent leur voiture. Alors, si un pays qui adore les véhicules individuels, un des plus grands producteurs de voitures au monde, s'ils arrivent à avoir une consommation énergétique en transport qui est la moitié de la nôtre, peut-être qu'il y a là source d'inspiration. Parce qu'ils n'ont pas accès à des technologies différentes des nôtres. Parfois, ils trichent dans leur technologie, ça c'est vrai, mais au niveau des gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie, là, il n'y a pas de tricherie possible. C'est vrai que le diesel va émettre moins de gaz à effet de serre par 100 km parcourus. Pour les autres polluants, c'est une autre histoire. Mais il y a la source d'inspiration et des leçons à tirer. Le secteur du transport au Québec est le secteur qui est en croissance au niveau des gaz à effet de serre. Si on ne révise pas en profondeur nos modes de transport, ça ne fonctionnera pas. Si on ne fait que donner 8 000 $ aux acheteurs de véhicules électriques et mettre des bornes électriques qui sont désuètes aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas utilisées et qui vont être désuètes dans 5 ans, parce que dans 5 ans, les batteries des véhicules électriques auront une capacité telle qu'on n'aura plus besoin de stationner au Saint-Hubert pour mettre de l'électricité dans notre voiture. Donc, elles sont désuètes aujourd'hui, elles vont être désuètes demain. C'est de l'argent mal investi parce que ça ne change pas les modes de transport. Il faut réviser nos systèmes de transport. Je ne suis pas sûr que la réflexion soit là au ministère du Transport et de tout le reste que j'ai oublié parce qu'il y a trop d'ajouts au nom du ministère du Transport. Donc on voit, après le transport, le bloc supérieur, c'est le bâtiment résidentiel. En bâtiment résidentiel, on est un peu meilleur que nos compatriotes canadiens. On est moins bon que nos compatriotes norvégiens, enfin nos amis norvégiens et suédois, pour des climats grosso modo semblables. Donc encore une fois, on a tout un chemin à faire dans les bâtiments résidentiels, les 35 que vous voyez dans la barre québécoise, et puis les bâtiments commerciaux, le 26, ça c'est la consommation d'énergie commerciale pour les bâtiments commerciaux au Québec. Mais vous voyez, 26, encore une fois, c'est plus élevé par habitant que ce qu'on a dans les pays auxquels je pense qu'il est souhaitable de se comparer, la Norvège, la Suède, l'Allemagne, qui ont des consommations pour les bâtiments commerciaux, encore une fois, moindres par habitant que nous. Et soit dit en passant, Allemagne, Suède, Norvège, des pays plus riches que nous. Ces 3 pays-là, par habitant, sont des pays plus riches. Donc, non seulement ils consomment moins d'énergie, mais ils ont un niveau de vie supérieur au nôtre. Donc, en fait, notre inspiration, si vous ne voulez pas avoir d'inspiration environnementale, ça serait simplement une inspiration économique. Regardez des modèles de pays qui s'enrichissent davantage que nous et qui réussissent à consommer moins d'énergie. Il y a là une réflexion à avoir, se dire, est-ce qu'on n'est pas en train de payer trop cher pour avoir une qualité de vie qui n'est pas aussi bonne que ce qu'on pourrait avoir? Donc, une transition énergétique qui nous enrichirait, je crois en fait, moi, que c'est l'objectif qu'on devrait avoir et qui est parfaitement réalisable, du moins quand on regarde les 15 prochaines années. Il y a source d'inefficacité que j'ai pas mentionné, mais je pourrais y revenir. Mais sur mon graphique ici des flux énergétiques, vous voyez ici les pertes énergétiques que je n'ai pas mentionnées, mais plus de la moitié de l'énergie qui rentre dans le système est perdue en pertes énergétiques. Il y a des pertes qui sont inéluctables. Quand vous avez une éolienne, vous ne pouvez pas transformer 100% de la force du vent en énergie électrique. Même chose pour la force hydraulique. Vous ne pouvez pas transformer 100% de la force hydraulique en électricité. Donc il y a des pertes. Même chose pour les fils à haute tension. Vous avez des pertes sur le réseau qui sont jusqu'à un certain point incompressibles. Mais vous avez en transport d'énormes pertes dans les bâtiments et en industrie. Vous avez des pertes. Tous les fils gris que vous voyez sur la droite, les spaghettis gris, sont des pertes énergétiques. Il y a là matière à réflexion, se dire comment faire un système qui réussit à récupérer toute cette énergie-là, minimiser ces pertes-là, et aussi, avec l'efficacité énergétique, comprimer nos besoins en bâtiment, en industrie, en transport, comprimer ces besoins énergétiques-là pour, évidemment, fournir des ressources supplémentaires aux consommateurs, à la société, augmenter notre niveau de vie. Donc, retournons dans la consommation. L'électricité. En électricité, vous avez dans ce graphique-là, puis je pense que c'est très important de le mentionner, la charge horaire de la consommation québécoise
pendant les 24 heures de la journée pour toute l'année 2016. Donc vous avez au milieu le pointillé, c'est la consommation québécoise moyenne. Donc en moyenne au Québec, on est autour de 20 000 mégawatts d'appel de puissance par heure. Mais évidemment, l'appel moyen ne veut rien dire. Ce qu'il faut regarder, c'est la pire journée en haut et la meilleure journée en termes de, ou la journée la plus faible consommation. La journée de la plus faible demande en 2016, c'était le 8 octobre 2016, et là on avait grosso modo environ 15 000 mégawattheures de demande chaque heure, donc 15 000 mégawatts d'appel de puissance, et ça c'était une journée avec très faible demande de chauffage, pas de climatisation, c'est essentiellement l'industrie qui roule, vos frigos, votre chauffe-eau et le toaster que vous mettez. Ça, c'est la demande d'énergie. Par contre, le jour le plus froid de 2016, de 15 000, on est passé à 35 000 mégawatts. Et là, on a plus que doublé, et la différence, c'est essentiellement les plaintes, nos plaintes de chauffage dans les maisons. Donc, on a 20 000, de 15 000 à 35 000, on a 20 000 mégawatts au Québec de capacité installée qui est là pour chauffer nos maisons. 20 000 mégawatts de capacité de production, de transport pour chauffer les bâtiments. C'est énorme. Il n'y a aucune gestion du chauffage qui se fait. Il y a un potentiel de rénovation des enveloppes thermiques des maisons, des bâtiments qui est incroyable. Parce que quand vous parlez aux gens du bâtiment, des maisons, on parle aujourd'hui de maisons passives. Une maison passive, c'est une maison qui consomme un nombre ridicule de kilowattheures par mètre carré, de l'ordre de 90 fois moins que ce qu'on consomme aujourd'hui par mètre carré en électricité. On construit des maisons passives aujourd'hui. Dans certains pays européens, il y a des normes qui disent que d'ici 2020, tous les nouveaux bâtiments devraient être des maisons passives. Où en est la réglementation? Où est notre plan de match sur le bâtiment passif et la rénovation du parc du bâtiment? Et si je le mentionne ici, c'est parce qu'on a 20 000 mégawatts de chauffage. Ça, c'est 20 000 mégawatts de capacité. Si on utilisait 5 000 mégawatts de moins pour nos maisons, ça libère de la puissance et des ressources de réseau pour nos voisins. Nos voisins à New York, nos voisins en Nouvelle-Angleterre, ils brûlent du gaz de schiste, ils ont encore des centrales nucléaires. Et la beauté de la chose, c'est qu'ils veulent réduire leur empreinte écologique, ils veulent verdir leur approvisionnement énergétique. Donc on a au Québec non seulement un potentiel de croissance dans la nouvelle production d'énergie renouvelable, mais on a surtout un potentiel interne de réduction de notre consommation électrique qui pourrait être voué à l'exportation. Et là, on a un potentiel incroyable parce qu'on ne fait à toute fin pratique, aucune gestion de la demande de la puissance, aucune gestion de la puissance au Québec, où on en fait, Hydro-Québec me dirait non, c'est pas vrai, on en fait un petit peu, mais le potentiel de gestion de la puissance est énorme. Et après, le chantier de rénovation des bâtiments est aussi énorme. Réduire la consommation de l'ordre de 20% d'électricité dans le chauffage, c'est de l'ordre du possible, avec un vrai plan de match. Et j'ai des étudiants à la chaire qui travaillent là-dessus, à l'Université Sherbrooke d'ailleurs, mais qui sont financés en partie par ma chaire de gestion du secteur de l'énergie, et qui regardent les meilleures options de chauffage. Et là, si on regarde amener le bâtiment aux normes Renault-Climat avec des pompes à chaleur, eh bien, là, vous réduisez de 20 à 30%. Et c'est économiquement rentable. On fait les calculs, puis là, on regarde, vous amenez les normes de bâtiment au code, au Renault Climat, puis on est loin de la maison passive. Renault Climat, c'est pas la maison passive. Mais vous mettez du Renault Climat, la rénovation, et vous mettez des pompes à chaleur, vous réduisez de 20 à 30% votre consommation d'énergie. Et c'est sur un horizon de 15 ans, de 10 à 15 ans, c'est rentable. Encore une fois, des opportunités extrêmement intéressantes qui semblent encore être passées sous le radar des politiques énergétiques. Ça, c'est l'électricité. En transport, comment est-ce qu'on consomme notre énergie en transport? Les véhicules personnels, 48% de la consommation de l'énergie en transport, les véhicules personnels, en vert. Après, le transport des marchandises, vous le voyez, c'est 36% de notre consommation d'énergie. Et après, le transport commercial des voyageurs, donc ça, c'est essentiellement ce que vous voyez, les avions, mais aussi les autobus, le métro, le train. Le transport commercial des voyageurs, 15%. Mais le transport commercial des voyageurs, vous voyez, c'est les avions. C'est le voyage aérien, c'est une grosse partie, la plus grosse partie du transport commercial. Et on aime les avions, on en prend de plus en plus au Québec. C'est
malheureusement, c'est malheureusement pas la meilleure option d'un point de vue de consommation d'énergie et de gaz à effet de serre. Donc il va falloir repenser nos approvisionnements, nos modes de transport aussi en avion. J'étais un petit peu déçu, là, vous avez entendu parler, c'était hier ou en début de la semaine passée, le congrès là, sur les accès en région d'avion. À court terme, l'avion va être inévitable, mais à moyen terme, ce qu'il faut, c'est mettre des trains qui permettent d'aller de Montréal à Québec, à Gaspé, de manière rapide, écologique et productive, sans avoir des décollages qui sont retardés ou à cause des vents, de la glace, ou etc. Il y a des trains, des transports ferroviaires à mettre en place pour une fraction du coût énergétique et pour, évidemment, avec des investissements en infrastructures importants, ça nous permettrait d'habiter nos régions, d'habiter le Québec, de développer les régions avec une fraction du coût énergétique et une mobilité accrue pour tout le monde. Une mobilité et une productivité, parce que quand vous circulez sur rail, vous avez une productivité qui est accrue pour tout le monde. Donc là, vous avez la carte des voitures. Maintenant, attention, accrochez-vous, les ventes de produits pétroliers et les ventes d'essence. Là, vous avez la courbe du haut, c'est les produits pétroliers au total au Québec. Donc ça a diminué un petit peu depuis 5 ans, même si l'année dernière, 2016, ça a été une bonne année pour les vendeurs de produits pétroliers. Mais il y a une diminution ou une stagnation globale, parce qu'on met le mazout, on sort le mazout du chauffage, on sort le mazout de l'industrie. Par contre, le principal produit pétrolier qui est vendu, c'est l'essence. Et là, vous voyez la tendance de l'essence en bas. Vous voyez la tendance de l'essence, c'est une croissance constante des ventes d'essence au Québec. Donc, électrification des transports, transports en commun. Oubliez ça, ça n'a pas d'incidence sur la tendance lourde qui est l'augmentation des ventes d'essence au Québec. 2017 ne fait pas exception à la règle. 2017 sera une excellente année pour les vendeurs d'essence et on a une croissance des ventes d'essence. Donc évidemment, vous avez ici les tendances historiques. Vous avez la projection de la tendance en rouge et vous avez la trajectoire qu'il faudrait viser pour atteindre nos cibles de réduction de 40% des produits pétroliers d'ici 2030. Donc vous le voyez, on est très très mal enligné pour atteindre nos cibles. Et donner 8 000 $ à des acheteurs de véhicules électriques ne fait rien pour décourager des acheteurs québécois de VUS, de camions. Et là, vous voyez la courbe en rouge ici, la courbe en rouge qui monte et qui se termine par un 266 000. 266 000, c'est le nombre d'unités de camions qui ont été vendus en 2016. Et par camion, je parle essentiellement des camions légers. Et dans les camions légers, je parle essentiellement des VUS, des pick-up et des fourgonnettes. Donc, au Québec, les Québécois, ils aiment davantage les camions. Et là, vous voyez la courbe en rouge et la courbe en gris qui se termine par le 198 000, eh bien, ça, c'est le nombre de voitures qui ont été vendues. Une voiture, donc c'est la voiture, la Honda Civic, la Honda Accord, la Toyota Yaris, etc. Des voitures. Les Québécois aiment de moins en moins les voitures, de plus en plus les camions. Quand ils rentrent chez le concessionnaire, ils sont prêts à dépenser plus d'argent pour un nouveau VUS qui va consommer plus d'essence que la voiture qu'ils pourraient acheter, qui coûterait 10 à 15 à 20 000 $ de moins et qui consommerait moins d'essence. Acheter une voiture qui consomme 6 litres au 100 aujourd'hui, c'est facile, mais là, on va acheter un VUS qui consomme 10 litres au 100 ou 11 litres au 100. Donc ça, c'est le 40%. Entre 10 et 60, vous avez 40% de différence. Mais là, si les Québécois, au lieu d'acheter le VUS à 10 litres au 100, ils achetaient une voiture à 6 litres au 100, une Honda Fit, une Honda Yaris, une Toyota Yaris, une Chevrolet Cruze, eh bien, on aurait le 40%. Malheureusement, on investit dans le problème. Et là, vous voyez les tendances. Et encore une fois, pour 2017, les tendances continuent. On va dans la mauvaise direction. Les Québécois investissent dans le problème, je le répète, et pas dans la solution. C'est pour ça que j'ai des sueurs froides quand je vois le gouvernement dépenser de l'argent pour des véhicules électriques. C'est bien beau, mais j'ai écrit un petit texte là-dessus qui s'appelle « Vendre du tofu dans un steakhouse ». Vendre des voitures électriques au Québec, c'est l'équivalent de vendre du tofu dans un steakhouse. Vous faites un rabais pour le tofu, les gens qui arrivent chez Duck Egg, ils vont, même avec un rabais sur le tofu, ils vont ne pas commander leur steak. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye. On donne un rabais sur les véhicules électriques et les gens, malheureusement, ils veulent des VUS. Si on continue là-dedans, j'ai fait le calcul, c'est un calcul simple, on est à 20 000 voitures électriques, on veut arriver à 100 000, donc il reste 80 000 véhicules électriques à vendre au Québec. Si on continue à les subventionner à coût de 8 000 $ véhicules électriques, faites le calcul, 80 000 fois 8 000, ça nous donne 640 millions de dollars.
D'ici 2020, on devrait dépenser 640 millions de dollars en subventions pour des véhicules électriques, sans aucune garantie que par ailleurs, les Québécois ne vont pas continuer d'acheter des VUS. Parce qu'il n'y a pas d'objectif de réduction de la flotte, il y a un objectif d'augmenter la flotte de véhicules. Donc on investira 640 millions de dollars sans aucune garantie de résultat sur les ventes de gaz, sur les réductions de gaz à effet de serre ou les ventes d'essence. 640 millions de dollars pour davantage de véhicules. Je ne sais pas si vous avez regardé les problèmes de congestion à Montréal et à Québec et même en région. Ça ne s'est pas amélioré ces dernières années. Donc est-ce qu'on veut investir pour ajouter des véhicules dans la congestion? Je ne sais pas si c'est la bonne approche d'investir dans cette optique-là. Le défi au Québec, et ça c'est un graphique que j'aime bien parce qu'il montre le taux de motorisation dans les différentes régions du Québec. Là, vous avez sur l'axe horizontal, vous avez le nombre de véhicules par habitant dans les différentes régions du Québec. Alors évidemment, à Montréal, on est en bas à gauche et on a environ 375 véhicules par 1000 habitants. C'est facile, ça sera relativement facile, c'est 375 véhicules par 1000 habitants, ça sera facile de s'en passer, de mettre des véhicules électriques parce que c'est un petit territoire, donc c'est facile de mettre des bornes de recharge rapide quand on n'aura pas on pourra pas plugger à la maison. Ça va être tout un autre défi quand on regarde au Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent, en haut à droite. Quand on a 700 véhicules par 1000 habitants, ça va être un plus grand défi. Et évidemment, vous voyez Laval, Québec qui sont au milieu. Ça va être aussi des plus grands défis. Et sur l'axe vertical, vous avez le nombre de litres d'essence ou de diesel vendus par habitant. Et donc là, à Montréal, on est environ à 600 litres par habitant de vente d'essence et de diesel. Et on passe rapidement à 1200 litres par habitant dans les régions. Donc ça, c'est un poids financier pour les ménages. Il y a tout un plan à réfléchir qui ne sera pas du tout le même à Montréal, à Laval, que dans les régions. Et encore une fois, il faut avoir des réflexions régionales pour se dire comment est-ce qu'on va assurer la mobilité là-dedans. J'ai encore deux petites mauvaises nouvelles à vous annoncer. Au niveau des bâtiments, si vous regardez ici, les bâtiments commerciaux institutionnels, la surface totale de bâtiments commerciaux a augmenté de 42% durant les 25 dernières années. La population québécoise a augmenté de 18%. Donc on a 18% de plus de Québécois depuis 90, on a 42% de plus d'espace commercial, malgré le fait que Sears a fermé, Target a fermé, et il y a beaucoup de choses qui ferment. On parle de l'économie digitale, mais on rajoute quand même des magasins et des bureaux. Et au niveau des bâtiments résidentiels, là, il y a deux statistiques qui sont mêlées, mais en gros, on a non seulement plus de maisons par habitant au Québec, mais on a des maisons de plus en plus grandes. Donc, on a de moins en moins de gens dans des maisons qui sont de plus en plus grandes au Québec. Il faut conclure qu'on aime faire le ménage et on aime avoir des placards parce qu'on en construit des placards et des pièces vides au Québec. C'est un grand paradoxe. Je vais passer sur l'efficacité du système énergétique, mais je vais quand même mentionner qu'on a un potentiel technico-économique documenté qui est énorme. En électricité, 22%. Ça, c'est des consultants pour Hydro-Québec qui ont dit le potentiel technico-économique, ça veut dire ce qu'il est techniquement réalisable de réduire comme consommation et qui est économiquement rentable de faire. Eh bien, c'est 22% de la consommation québécoise, 13% de la consommation de gaz naturel, 24% des produits pétroliers. Ça, c'est des choses qu'on pourrait faire si on avait en place, si on faisait tout ce qui est techniquement et économiquement rentable. C'est des chiffres qui sont conservateurs. Bon, il y a aussi le coût de mise en place des programmes, mais ça, c'est parce qu'on est lent à réagir. Si on était des consommateurs plus aguerris et des investisseurs plus aguerris, on ferait ces choix-là plus naturellement. Les émissions de gaz à effet de serre, vous avez le spaghetti des gaz à effet de serre, c'est le pétrole qui est notre problème. Les hydrocarbures, 70%, mais dans les hydrocarbures, c'est le pétrole qui est le plus de 50% de nos gaz à effet de serre. Je vais mentionner le fait que nous sommes avec l'Ontario et la Californie dans un marché du carbone. Là, vous avez en bas la trajectoire d'émissions québécoises. Vous avez au-dessus l'Ontario, la trajectoire des émissions en Ontario et la Californie. Et pourquoi j'ai mis l'Ontario et la Californie? Parce que nous sommes liés maintenant par le marché du carbone, et ce qui se passe en Californie et en Ontario va avoir un impact directement sur la valeur de la majorité de vos actifs à vous, parce que vous avez des actifs en énergie renouvelable, et donc vous espérez qu'il y ait un gros crunch qui arrive pour faire augmenter la valeur des droits d'émission. Et là, le gros crunch, il devrait arriver. Quand je dis le crunch, c'est les émissions, vous voyez les tendances d'émissions, c'est la ligne en rouge, là, les tendances en rouge, et puis les trajectoires d'émissions pour atteindre les cibles, c'est les pointillés gris. Et les tendances ne sont pas sur les pointillés.
Là, vous avez pour le Québec les différentes cibles, mais ce qui est le plus important à réaliser, c'est ce qui se passe en Californie. Entre les deux points gris, donc en haut, vous voyez, il y a une grande marche qui descend. C'est que la Californie vise 40% de moins de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à son niveau de 90. Et ça, eh bien, ils vont avoir une sacrée marche à prendre. Et ça va se traduire de façon légale par moins de droits d'émission que le gouvernement californien va mettre aux enchères de la Californie, du Québec et de l'Ontario. Donc les enchères, il y en a une enchère le 21 février prochain, eh bien déjà, il y aura moins de droits d'émission qui vont être vendus aux enchères que l'année passée parce que les plafonds d'émissions décroissent. Et donc, il va y avoir une pénurie. L'offre se raréfie. Elle va se raréfier d'autant plus entre 2020 et 2030 parce que la Californie est très agressive dans sa pente décroissante et elle va retirer des droits d'émission. Malheureusement, la trajectoire n'est pas à une réduction des émissions. Ce qui veut dire qu'il va y avoir une demande de droits d'émission élevée. Les émetteurs, les conducteurs de VUS, nous qui achetons des VUS aujourd'hui, on va continuer à aller à la station d'essence en 2020, 2021, 2022, 2023, parce que le F-150 que vous avez acheté, qui est très robuste, eh bien, il va toffer jusqu'en 2030, ce F-150. Il est robuste. Mais là, en 2030, on aura probablement plus de monde en Californie, au Québec et en Ontario, mais les droits d'émission auront diminué. Donc, il va y avoir une pénurie. Cette pénurie-là, on la voit déjà se matérialiser un petit peu aux dernières enchères, la différence entre le prix plancher et le prix de vente. Le prix plancher aux dernières enchères de novembre dernier, c'était 13,57 US. Et là, on a vendu à 15,6 US, 19 $ US. Aux prochaines enchères qui auront lieu le 21 février, eh bien, on devrait avoir la même tendance parce qu'il y a tout un rattrapage. Il y a un rattrapage d'émetteurs qui n'ont pas acheté leurs droits d'émission. Vous voyez le 11% en bas, 18%, 35%, ces pourcentages qui sont là, c'est le nombre de droits d'émission qui ont été vendus aux enchères qui se sont déroulées à ces périodes-là. Donc par exemple, en mai 2016, il y a 11% des droits d'émission que le gouvernement proposait aux enchères qui ont été vendus. Ça veut dire que 89% des droits d'émission n'ont pas trouvé preneur. Et ce n'est pas parce que les émissions avaient diminué de 89%. C'est simplement parce que les acheteurs de droits d'émission, voyant les problèmes légaux en Californie, les problèmes auxquels faisait face le marché du carbone en Californie, voyant ces problèmes-là, les acheteurs ont préféré retarder leurs achats et ne pas couvrir leurs émissions. Et donc là, maintenant, ils doivent couvrir leurs émissions, rattraper le retard qu'ils ont dans leur couverture de droits d'émission. Et donc, il faut s'attendre dans les prochaines enchères à une demande qui est plus élevée à cause du rattrapage, mais aussi une offre qui diminue parce que les plafonds diminuent tranquillement. Ça, c'est des bonnes nouvelles pour vos actifs parce que tout ce qui est évidemment énergie renouvelable, non émetteur de gaz à effet de serre, va bénéficier, pas encore de manière très importante, mais bénéficie de ce marché du carbone qui va se raffermir. Je vais conclure en vous remerciant et en remerciant les partenaires de la chaire du gestion du secteur de l'énergie qui rend le travail de la chaire possible et ce bilan de l'état de l'énergie au Québec possible.